changé d'âme. And I'm sick of my shoes and walking in the talk and it's got nothing to do with the final solution. It's a box full of tricks and I'm... Dans cet épisode-ci, un concept aisé à comprendre, je suis certain que vous allez en convenir quand j'aurai eu le temps de vous le communiquer. Vous avez certainement déjà joué à ces jeux, on se dit ce n'est pas très plaisant d'y trucider des gens en utilisant des balles avec un terrible arsenal. Cependant, parfois vous dites mais je prends réellement plaisir à tuer des gens dans ce jeu vidéo, il doit avoir un gunplay réussi. Et avec ce mot, tout est dit. Certains jeux sont dotés d'un rapport à la balistique vidéoludique qui fait d'eux des œuvres ludiques. Or, d'autres en sont parfaitement incapables. Or, si cette qualité existe, on doit pouvoir la quantifier, la qualifier, peut-être même la remarquer et surtout dénigrer les jeux qui en sont dépourvus. Et ici, nous allons donc parler de jeux qui sont bon gun, bad gun. Soit ils ont des bons guns, soit ils ont des bad guns, ils ont un mauvais rapport. C'est la différence entre tenir en main un magnum ou un simple flingue nerf. C'est ce rapport que la chose vidéoludique a parfois avec ses armes qui nous font des petits trous dans notre petite peau. Ici, c'est Wanted Weapons of Fate ou Wanted, les armes du destin pour ceux qui parlent la langue de Baptiste Poquelin. Vous savez, c'était le mec, il s'appelait Molière et il utilisait le français, donc ça veut dire qu'il pouvait pas être le gars qui a écrit les textes dont il était censé devenir célèbre. Et ici, on a donc un jeu qui est tiré du film de 2008 de Timur Bekmambetov qui était tiré d'une magnifique bande dessinée de Mark Millar sortie en 2003. Mark Millar, sous-entendu, pas Mark Miller. On ne va pas imaginer que ce soit là le fils de Frank, c'est quelqu'un qui est une toute autre famille. Et il a accouché ici d'une idée qui était parfaitement magique. Il est possible, dans cet univers-ci, de pouvoir bender des boulettes, ou en bon français, bien entendu, pouvoir bender des boulettes, c'est-à-dire infléchir la trajectoire de vos balles afin d'être capable de les faire aller dans des courbes qui nous rappellent certainement celles d'Angelina Jolie qui jouait dans le film Wanted avant sa vasectomie. Et certainement ici, nous avons la possibilité dans Pushta de suivre des trucs qui sont un peu plus mon dada, c'est-à-dire des jeux, j'ai jamais réellement pu en parler. Or, il y a quelque chose à dire dessus, car Wanted n'est pas seulement un mauvais jeu, c'est un mauvais jeu qui aurait pu être bon, et un mauvais jeu qui aurait pu être bon, réalisé par une équipe qui est devenue bonne après avoir fermé la porte la première fois et s'être dit que décidément on allait recommencer. Donc ici c'est un jeu dirigé par Ulf Andersson, un type de chez Green, c'est une petite compagnie suédoise proche de Stockholm qui a fait des jeux comme Bionic Commando ou Bionic Commando et bien entendu Terminator Salvation de Bionic Commando, réarmes qui étaient disponibles en téléchargement, qui le sont peut-être d'ailleurs toujours encore, mais peut-être pas dans le futur. Si vous regardez cette vidéo en 2037, c'est probablement plus possible de le télécharger sur PlayStation 3, à moins qu'il soit disponible sur PlayStation 7, pour peu qu'on arrive jusque-là. Et on sait certainement que cette compagnie, Green, qui a fait ce très mauvais jeu, un très mauvais jeu qui est certainement mauvais, et vraiment mauvais, pour des raisons évidentes que je vais vous expliquer dans un instant, et aussi celui qui est devenu Overkill, la petite compagnie qui a fait Payday et Payday 2, qui est la suite de Payday, qui sont reconnus, et même par moi, comme certains des FPS compétitifs, on va pas vraiment dire compétitifs, coopératifs multiplayer, les plus plaisants de ces derniers temps. Or ici on a quoi? On a un jeu qui tourne sur toujours le même moteur 3D depuis 99, le fameux moteur Diesel, qui a la particularité à la base d'être une démo technologique pour la GeForce 3. C'est une démo technologique pour la GeForce 3 qui fonctionnait encore à l'époque de la PlayStation 3, ne cherchez pas à comprendre. Et ça nous donne ce jeu qui est certainement joli à regarder, quoique sa technologie est plus que caduque à notre époque car la technologie a évolué, mais qui a ce terrible problème d'avoir privilégié sa beauté plastique à celle de la responsivité de ses contrôles, ce qui fait que l'on ne peut pas nécessairement bouger le réticule de visée comme on l'entendrait, et on peut imaginer que dans un jeu de flingue, ça c'est carrément plus bad gun que bon gun. Ils répondent mal, ils ont des réels problèmes de visée, et pourquoi on ne le saura jamais réellement, mais bouger le réticule sur l'écran est une affaire saccadée où l'accélération ne semble pas être prise en compte et où à chaque seconde vous ne savez pas précisément combien celui-ci va avancer. C'est un jeu qui est produit par Christina Paradesh, qui n'a travaillé que sur ce jeu-ci, je vous rassure tout de suite, et c'est réalisé par Green, la compagnie de Bo et Ulf Andersson, des gens dont je ne sais pas réellement s'ils sont frères et sœurs ou frères et frères, car j'imagine quand même que pour s'appeler Bo et Ulf Andersson, quand on est suédois de Stockholm, ça ne doit être plus qu'une coïncidence, je veux dire, il doit y avoir un lien de parenté quelconque. Et quand je dis que c'est un jeu qui n'aurait pu ne pas être catastrophique, il aurait pu ne pas être catastrophique. Je pense que s'il était sorti sur PC, les réels problèmes de le jeu n'est pas en adéquation
avec la technologie qui lui est proposée aurait été réglée. Or, vous le savez, c'est un de mes leitmotifs. Or, certains jeux auraient pu être ne serait-ce que médiocres s'ils avaient eu la force de se hisser au-delà de ces incroyables idées que on va faire le jeu le plus beau possible. Rien à foutre du gameplay, on va faire le jeu le plus beau possible. Et ici, on peut pas dire que le gameplay aurait été particulièrement spécial ou quoi au caisse, mais il avait un gimmick particulier, celui qui lui a apporté par la série Wanted, pouvoir bender ses boulettes. Et ça aurait pu faire un third-person shooter un peu unique. Et simplement, vous avez un jeu qui est ici un third-person shooter, certainement unique par le fait qu'il avait une idée, mais qu'il était quand même raté quand même. Donc, ouais, je sais, c'est comme ça, c'est un peu le terrible problème de vous parler de bons jeux pour ensuite vous parler de bons jeux. Mais dites-vous très simplement que quand on a sorti les gros guns et qu'on a sorti les bons gros guns qui sont dans le hashtag bon gun bad gun, on était certainement dans une situation où on savait ce qu'on faisait. Le plan est prévu et c'est incroyable. Le scénario qui va vous emmener aussi même de l'émotion va vous faire penser que décidément, ça, c'est un très très grand moment de pushta. Or, cela fait des années que l'on fait ça, et certainement nous savons ce que nous faisons. Mais n'essayez cependant pas de répliquer nos terribles cascades chez vous. On voudrait pas que vous vous fassiez mal. The Club est un jeu que je n'aurais aucun problème à qualifier de chef-d'œuvre. C'est un jeu qui a eu l'idée particulièrement audacieuse de créer son propre type de gameplay afin de pouvoir régner dessus ad vitam aeternam. Et pour une très simple raison, c'est que vous ne l'avez pas acheté parce que vous savez pas reconnaître un chef-d'œuvre. Même ça, à 500 mètres, vous savez pas reconnaître un chef-d'œuvre. Et bon, vu que personne l'a acheté et que le groupe qui l'a créé, il a périclité, on ne peut pas dire qu'on ait la chance d'en voir une suite. Mais c'est peut-être pas une mauvaise chose car personne n'ira foirer The Club car The Club est toujours le jeu qui fonctionne. C'est un jeu qui marche sur sa propre logique, un jeu qui n'a pas été égalé, qui n'a pas été réessayé et qui certainement est sans suite, mais certains jeux sont réussis du premier coup, vous savez. Or, la plupart des jeux de ce type-ci, c'est-à-dire third person shooter, c'est un mec, il est calé derrière un terrible muret fait en parpaing et un autre mec de l'autre côté d'un autre muret en parpaing et parfois il bouge sa tête, alors on lui met un headshot et il y a une cinématique qui s'enchaîne et alors le scénario tellement profond d'un jeu vidéo de série B écrit par des crétins va vous jouer des trucs avec « Oh, vous savez, ma femme elle est morte » ou peut-être qu'il faut aller chercher un trésor, des choses comme ça, et c'est pas réellement profond, mais si on s'en tient à faire un jeu qui est plaisant à jouer, on n'a pas réellement besoin d'artifice scénaristique particulier. Ici, le concept est très simple. Il y a des méchants milliardaires, ils font une chasse à l'homme, grandeur nature, un peu comme celle du comte Zaroff, où des repris de justice vont se tirer dessus avec la fine fleur des chasseurs, car on ne sait bien que si on veut se battre contre une terrible proie, il faut qu'elle soit humaine, car c'est là le plus dangereux type d'animal que l'on puisse chasser. Et ça, j'en sais quelque chose, parce que les modes online de ce jeu étaient d'une violence phénoménale à l'époque. Je me suis pas fatigué à vérifier s'il fonctionne encore, cependant, voilà quoi. C'est un jeu de Bizarre Creations, publié par Sega Europe sur PC, PlayStation 3 et 360 en 2008, et c'est assez logique de se dire qu'il est en 2008, et que c'est sans suite, et que cela rime un peu vite. C'est un jeu de Matt Cavanagh, ici lead designer, il a travaillé sur le projet Gotham Racing, à la base c'était un mec qui avait participé au level design de Fur Fighters avec ses deux autres potes, Martin Archudley, ici creative director, il a occupé la même position sur le projet Gotham Racing 2, 3 et 4, et c'est un ancien programmeur, lui tandis que son pote Phil Nightingale, qui est lead level designer, a fait comme ses compères, beaucoup de travail sur Fur Fighters, et vous avez là trois types, ils ont plus jamais bossé dans le domaine du jeu vidéo, parce que quand la compagnie Bizarre Creations a été fermée, c'était pas particulièrement parce que ces jeux se vendaient pas,
C'est juste qu'ils se vendaient pas extraordinairement méga super tellement que Activision pensait qu'ils allaient pouvoir revenir dans leur investissement. Or, Activision, qui fait les mêmes jeux de merde chaque année, ils ont décidé de tuer l'une des plus grandes compagnies, l'une des rares vraies bonnes compagnies anglaises, une compagnie dont on pouvait dire que certainement elle était de niveau international et peut-être même vers le haut de la classe quand elle avait le temps de travailler sur les jeux qu'elle réalisait. Si on réfléchit à ce qu'elle laisse derrière elle, son héritage, elle laisse des gens très compétents qui travaillent sur la série Forza, d'accord, mais elle ne laisse pas la série Project Gotham Racing debout, qui était certainement ma série à moi de jeux de course. Je n'ai pas honte à l'admettre, car je suis pas doué en simulation et que si un jeu est un peu arcade, c'est toujours bien pour moi. Et c'est certain que ce jeu est un jeu d'arcade, c'est un jeu que des japonais auraient très bien pu faire si jamais ils avaient réfléchi à comment on est censé faire un third-person shooter. C'est un jeu qui est franc, qui est rapide, qui a un système de scoring assez extraordinaire et qui en plus a toute la précision qu'on est en droit d'attendre d'un type de ce titre. D'un titre de ce type, vais-je dire la troisième fois de manière réussie. C'est un jeu qui est parfaitement réussi, c'est un titre, vous ne le reverrez plus jamais, il était unique, et il était unique d'une manière très simple, c'est que c'est un jeu qui vous présente vos jeux d'enfants, mais de manière vidéoludique. Vous avez tous participé à ça, vous aviez des amis, vous aviez des flingues, qui faisaient des projectiles ou pas, et vous y pan, et vous tiriez dessus pour de faux, afin de réaliser peut-être des objectifs, peut-être pas des objectifs, mais en tout cas, on jouait tous ensemble. Je me souviens que même moi, ça m'est arrivé. Je veux dire, j'étais pas l'enfant le plus populaire de l'histoire de l'humanité, je vais pas aller prétendre ça, mais quand tout le monde jouait, je jouais avec eux, et on était de toutes couleurs, il y avait pas de problème de religion, il y avait pas de problème de sectaire communautarisme, de toutes ces choses-là qui sont maintenant les utopismes de maintenant, on sait simplement ceci, on prenait plaisir avec des flingues, et ce sentiment-là, c'est un peu de ça dont il est question dans cet épisode de Pushta, et je pense que The Club est la parfaite incarnation, pour peu qu'un jeu puisse incarner quoi que ce soit, de ce type d'idéaux où on n'a pas à se fatiguer à avoir une histoire compliquée, on a juste une idée de gameplay, un pur moment vidéoludique qui mérite d'être vécu parce qu'il n'est pas trouvable ailleurs. Et je sais très bien que quand je vais dans un magasin de jeux vidéo, j'ai toujours un petit coin de l'œil pour voir s'il y a une copie de The Club. Et s'il y a une copie de The Club, alors je sais que je suis dans un marché de jeux vidéo particulier, un endroit où on sait ce que c'est un bon jeu, en plus de savoir vendre des jeux. Et c'est un peu ça dont il est question. C'est pas parce qu'un jeu est populaire qu'il est forcément bon, c'est pas parce qu'un jeu est bon qu'il est forcément populaire, c'est triste mais c'est comme ça. Mais si vous êtes un joueur de jeux vidéo, ou une joueuse de jeux vidéo, et que vous avez envie d'essayer l'une des rares œuvres pur, en mouvement, qui vous propose un de ces sentiments de simple amusement en utilisant la chose balistique, vous trouverez en ce jeu certainement les meilleurs guns qui aient jamais été proposés dans cette catégorie, car The Club en est le seul représentant. Des jeux comme ça, on n'en fera plus. Et voilà. Vous voulez des guns, vous voulez des gods? Est-ce que vous voulez des gun gods? Parce que j'en ai pour vous des gens qui utilisent les flingues comme les dieux de l'Olympe, des types qui savent certainement utiliser la puissance de leur poignet pour faire arriver la trajectoire au bon endroit, des gens qui connaissent la différence entre un bon gun et un bad gun, hashtag bon gun, bad gun. Nous savons certainement ici qu'il sera question de voir les choses de manière subjective pour peu que l'on ait une vision objective de la situation. L'on sait certainement ici qu'il sera question d'un jeu de FPS extraordinairement réussi, car c'est grosso modo Wolfenstein 3D, mais réalisé par les petites équipes super douées d'Utrecht, les gens de chez Vlambeer, que je vous rappelle comme d'habitude, c'est Rami Ismail et Jan Willem Neyman. C'est sorti en 2012 sur Mac, ce n'est pas grave, sur Linux, c'est plutôt gentil de leur part, et sur PC, ce qui nous permet évidemment d'y jouer. Car je ne sais pas si vous avez jamais essayé de jouer à un jeu sur Mac, mais bon, c'est pas exactement ça quand même non plus.
Même pas maintenant, je veux dire, avec les années qui passent et tout ça, on dirait peut-être que la situation a quelque peu changé depuis l'époque où les Mac étaient tous en forme de G3, G4, G5 et peut-être même les L5 et toutes les choses qui font toutes les femmes de votre vie, mais cependant, vous savez ceci, c'est un jeu qui n'a pas grande idée de ce qu'il pourrait faire pour être original, alors il fait simplement ce qu'il a vu ailleurs, mais de manière un peu rigolote, et c'est particulièrement amusant à essayer. C'est un des jeux les plus profondément violents niveau qualité du mouvement qu'on doit faire dans un FPS pour le terminer qu'il m'a été donné de jouer ces dernières années. Ce qui fait quand même penser que peut-être quand même que ces FPS, ils étaient plus exigeants à l'époque. Et pourtant, ils étaient plus exigeants à une époque où vous n'étiez pas censé nécessairement tirer dans la hauteur, vous essayiez juste de mettre votre viseur directement dans l'axe de visée de l'ennemi qui est devant vous. Et vous dites certainement, mais c'est très très pixelisé tout ça, est-ce que c'est bien normal? Mais oui, c'est un style graphique et quand on y réfléchit posément, c'est un style graphique qui est particulièrement plaisant à voir de temps en temps. Ici, il vous est certainement proposé avec des artifices dont on ne sait pas réellement s'ils sont en 3D ou en 2D, mais j'aurais tendance à penser que comme des bons puristes, ils ont fait un jeu qui est en 2D, bizarrement, même s'il est affiché avec une perspective qui ainsi permet ce genre de défilement. C'est un jeu, vous pouvez l'essayer gratuitement. Il est réussi, c'est un titre qui, bon, ne va pas vous durer 6 jours non plus, hein. C'est le genre de jeu qu'on croque en une demi-soirée, on se dit, c'était quand même particulièrement bizarre, et je suis très content d'y avoir participé. Regardez-moi ce pixel art qu'il y a sur les murs, c'est assez étonnant. Et vous pouvez, dans ce jeu, vous pouvez vous battre contre des trucs, vous pouvez vous battre contre pas des trucs, vous pouvez décider de pas bouger, de rester comme un autiste à regarder dans un mur, c'est parfaitement possible, mais si vous décidez de faire les niveaux, si vous pensez que vous avez le niveau, vous pourriez peut-être vous battre contre un Apache, sous-entendu, pas les Indiens, mais bel et bien l'hélicoptère, et vous allez peut-être même gagner contre l'hélicoptère, parce que peut-être que vous êtes un vrai gamer, que vous avez joué à tous ces jeux qui font que décidément on sait ce qu'on a quand on a ce qu'on sait. On a Wolfenstein dans les veines, on a Doom dans les veines, on a Doom 2 dans les veines, on refuse d'avoir Doom 3 dans notre cerveau, mais cependant on sait ce qui fait un bon FPS, et ça, c'est l'expression la plus pure possible du FPS, la plus pure possible, gratuit, en shareware, comme à l'époque, c'est Descent into Darkness, c'est Pathways into Darkness, excusez-moi, c'est Mon cul, c'est du poulet, c'est tous les grands jeux de l'époque où il suffisait de savoir faire une forme de perspective pour dire aux gens, il est possible d'aller tirer sur des trucs, et ça va être l'une des expériences les plus incroyablement nerveuses de votre existence. C'est ça, Gun Gods. C'est toute une époque sublimée par un hommage qui, sans dépasser ses limites, arrive à rappeler pourquoi le passé a parfois quelque chose à nous apprendre sur les canons du futur. Et si ça c'est pas une remarque digne d'un bon gun, je ne sais pas ce que vous voulez de votre vie, mais certainement que vous n'avez pas envie d'être un Gun Gods. Dans tes tons. C'est toi le loup! Eh merde. Notre périple au pays du flingue, plus ou moins bien réalisé, est en train de toucher à sa fin. C'est pourquoi je me dois de vous lâcher quelques couplets avant de m'en aller sur ce magnifique jeu qui s'appelle Counter-Strike Global Offensive, un jeu d'Hidden Path Entertainment et Valve Corporation sorti en 2012 et qui a la particularité de ne jamais me laisser rejoindre un jeu. Donc je vais vous parler d'autres choses. Par exemple, Time Crisis Rising Storm, un jeu Next Entertainment publié par Namco Bandai Games sur PlayStation 3 en 2010 pour le PlayStation Move. Alors c'est un jeu PlayStation Move, je dois donc calibrer mon engin. Or quand le masque calibre son engin,
Il fait toujours mouche avec le PlayStation Mouche, car je sais pas pourquoi, mais quand je calibre mon engin, il y a toujours des mouches. C'est bizarre. C'est un jeu qui a la terrible idée de vous présenter la série de jeux de light gun d'arcade de Namco sous le terrible biais de vous en faire un FPS bas de plafond où tout est brun et on se bat au Moyen-Orient contre des gens qui ont l'air beaucoup moins bien armés que vous, car vous êtes un Américain et vous êtes en train d'écouter du Linkin Park dans un Hummer spécial qu'on dirait un train. Alors vous tirez sur des gens et c'est particulier et vous demandez est-ce que c'est Black Hawk Down, est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est cela, est-ce que c'est les Black Eyed Peas, et non, c'est Time Crisis Rising Storm, l'adaptation sur console en mode FPS d'un excellent jeu d'arcade qui avait toutes les possibilités nécessaires à être un charmant petit jeu de light gun. Il est aussi disponible sur le disque, donc je vais juste vous en montrer le pire afin que vous ayez une bonne idée de ce que l'on peut avoir avec le pire gun de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire le PS Move, qui est certainement un bad gun, parce qu'il n'est pas réellement bas de gamme, mais il n'arrive pas à fonctionner aussi bien qu'une Wiimote le ferait, et on ne comprend toujours pas pourquoi, car censément il y a beaucoup plus de technologie dans un PS Move que dans une Wiimote. Du moins une Wiimote de base. Or, même une Wiimote de base s'en sort mieux à bouger des réticules de visée et en ayant beaucoup moins besoin de se calibrer que ce petit artifice avec une lampe dessus, que c'est mignon parce qu'on peut faire des blagues quand on est en train d'avoir des gens à la maison à faire « Oh, regarde, j'ai un PlayStation Move », les gens sont là « Lol, je pensais que c'était une crème glacée. Regarde, la couleur change. Oh, c'est une crème glacée d'une autre couleur !» Et alors vous dites « Comment est-ce que le jeu peut être raté ?» Bon, vous devez vous cacher derrière des trucs qui ne vous protègent pas. Déjà, c'est bizarre. Ensuite, vous devez tirer sur des trucs que décidément, bouger les réticules de visée sur les côtés n'aide pas, et cependant c'était tout ce que j'avais à dire sur le titre, donc je vais vous parler de Time Crisis 4 qui est un parfait exemple de genre de plaisanterie et parfaitement adapté à ce que la PlayStation Move sait plus ou moins faire, c'est-à-dire viser au milieu de l'écran et pas vraiment sur les côtés, faut pas déconner. Ici c'est donc un jeu qui est publié par Namco Bandai Games, c'est un jeu de Next Entertainment encore et toujours, publié en 2006 sur arcade et en 2007 sur PlayStation 3. C'est un de ces jeux qui font en quelque sorte que l'arcade est en train de mourir dans sa propre salle et que voilà son petit incroyable gimmick, c'est qu'il a 4 guns particuliers adaptés à diverses situations, mais c'est pas vraiment pour ça que j'ai décidé de vous en parler non plus, car vous avez remarqué c'est un épisode particulier et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai cherché loin une représentation vidéoludique de mon ami Neil Cambier et mon ami Neil Cambier est dans ce jeu et il est très très bien réalisé. Il joue le Captain Rush du Joint Defense Systems et il est capable de faire des trucs particuliers avec tout le matos qu'il porte sur le dos, il est très fort, c'est un marathonien, il peut tirer sur des gens, c'est un badass motherfucker, et dans ce jeu-ci, vous pouvez donc incarner des personnages qui sont à côté de Neil Cambier, vous pouvez vivre le rêve Pushta chaque jour de votre vie, vous pouvez aussi lui souhaiter joyeux anniversaire, car cet épisode est un épisode commémoratif du fait que cette année, on a décidé qu'on allait faire un épisode pour son anniversaire, comme ça il peut regarder un épisode, c'est son anniversaire chaque jour, si jamais il regarde cet épisode, cela pourrait lui faire plaisir, me suis-je dit, comme cadeau d'anniversaire, parce que c'est un chouette cadeau d'anniversaire. Ici, vous vous battez contre des Terror Bytes. C'est des petites Thriller Bytes que, en français, on les appellerait peut-être des Terror Beats, parce que c'est comme ça que ça se prononce en français. Et ce sont des objets qui sont des nanomachines, qui sont pas vraiment des nanomachines, mais qu'ils ont été utilisés par des méchants terroristes. Or, les méchants terroristes, il y en a un peu partout sur la planète, donc voilà, ça fait un bon prétexte pour un jeu de light gun. Ici, c'est un jeu qui est dirigé par Takashi Satsukawa. Takashi Satsukawa, je l'ai dit du premier coup, et ce n'est pas rien, j'en suis très content. Ce type est loin d'être un génie, mais il a participé aux 2 premiers Time Crisis, mais aussi à Ace Combat Assault Horizon et Inversion, qui étaient vraiment des mauvais jeux dans le genre. C'est produit par Hajime Nakatani, un type qui est un vétéran de Namco, qui a bossé sur les 3 premiers Tekken comme planeur, il aidait la production des modèles du jeu, des textures, des levels, il appliquait les idées des autres en termes d'image. Vous savez, c'est le type qui fait « Et ça doit être comme ça, et ensuite ça doit être comme ça, et débrouille-toi pour tous les personnages, ils ont la même taille. » Et dans ce jeu, c'est marrant, tous les personnages, ils ont la même taille. Ça, on reconnaît un grand professionnel, c'est certain. Il a bossé sur Soul Calibur, aussi sur Inversion, ce qui ne veut pas dire qu'il est mauvais, hein, ça veut juste dire que, parfois, on est obligé de bosser sur des jeux à la con qui avaient aucune chance d'être réussis parce que les Japonais ne savent pas faire de third-person shooter, et c'est comme ça. Et vous dites, ce jeu, qu'est-ce qu'il a pour lui? Déjà, il a ce beau van rouge qui est très très bien modélisé, mais en plus, il a Spider-Man, que tu vois, c'est Spider-Man, c'est le boss, il a 4 barres de vie, il a un AWP, qu'en fait, c'est un rayon delta, et ça, vous avez jamais vu un mec qui a non seulement des tas d'ennemis qui sont à sa portée, mais en plus il peut tirer sur vous avec un rayon delta, que c'est un AWP en faisant semblant d'être Spider-Man, c'est bien. Alors là, vous avez bien vu un mec faire sauter ma magnifique voiture avec sa hache. C'est possible, mais uniquement dans Time Crisis 4. Un jeu qui a décidé que c'était pas tout d'avoir un boss, c'était tout ça, Spider-Man avec un AWP avec un rayon delta, mais en plus c'est un Spider-Man avec un AWP d'un rayon delta, que bien entendu il était extrêmement tiré du jeu Snake Eater. Et regardez les textures sur cette voiture, c'est quand même pour ça qu'on regarde des jeux vidéo, pour ça qu'on y joue, c'est pour voir tous ces moments incroyables où les joujous se cassent la gueule et on se dit le gun il est peut-être bon, mais tout le reste du jeu ne suit pas, donc est-ce qu'on peut réellement me recommander un titre pareil?
peut-être, oui, il est sur un pack qui contient ce jeu-là, Time Crisis, Rising Storm et Dead Storm Pirates, et le tout coûte à peu près 10€ neuf de nos jours. Donc vous pourriez vous le payer si jamais vous avez fait la bêtise d'acheter un PlayStation Move, et je sais pas pourquoi vous avez acheté un PlayStation Move, je veux dire, faut être vraiment con, ou avoir envie de critiquer des jeux de light gun pour avoir acheté un PlayStation Move. Mais après tout, qu'est-ce que je suis venu vous dire? Je suis venu vous dire que vous devriez prendre plaisir à souhaiter un joyeux anniversaire à Neil Cambier. Oh yes, ça rime, je suis très content de moi. Bonjour, je suis Arthur Meurant. Salut, je suis Neil Cambier. Dans cet épisode-ci, nous avons fait des efforts particuliers afin de rester dans le respect de l'être humain malgré toutes les cascades qu'on a fait, parce qu'on a fait des cascades quand même. Et je dois vous dire que si vous êtes chez vous, vous êtes un petit spectateur, n'essayez pas que ça. Ce n'est pas pour les gens normaux, c'est pour les gens qui sont des professionnels. On n'est pas des professionnels, mais c'est pour les gens qui savent ce qu'ils font, parce que quand même, c'est un peu comme la WWE. N'essayez pas ça chez vous, parce que vous auriez l'air ridicule, quoi. Ah oui. Salut et bienvenue dans les Let's Play de Henri le Pesseur. Dans cet épisode-ci, afin de rester dans le thème de l'épisode, j'ai décidé de vous parler du chef-d'œuvre de 1985, Super Mario Bros. De Nintendo, un jeu de Shigeru Miyamoto Motoyama. Alors je vous propose tout de suite de lancer directement la vidéo, mais pas trop loin, je double-clique. Monde 1-1, on a un petit nain avec une moustache, c'est normal, et regardez l'efficacité du jeu de gameplay de ma... Oh non, j'ai joué trop vite!